Club des juristes a donc décidé de faire une série de débats avec les candidats à l'élection présidentielle. Dans ce cadre, le Club des juristes m'a demandé si je pouvais m'entretenir, ainsi que d'autres, avec certains de ces candidats. J'ai accepté avec très grand plaisir. C'était un honneur, un plaisir, et nous espérons donc que vous passerez une très bonne soirée. Le premier candidat à la présidence de la République interrogé ce soir est Alain Juppé, ancien Premier ministre, aujourd'hui dans la primaire du parti Les Républicains, qui a souhaité... Ah, vous n'avez pas la primaire? De la droite, vous avez raison. Je commence très très mal. Excusez-moi, c'est un lapsus. Je vais prier mon inconscient tout de suite de rentrer chez lui. Pardon, en tout cas, bienvenue. Et vous avez souhaité, pendant une dizaine de minutes, vous... Oui, je vous en prie, venez vous installer debout si vous le souhaitez, pour nous parler une dizaine de minutes, après quoi j'aurai un entretien avec vous, Alain Juppé, d'une quarantaine de minutes sur les questions institutionnelles, et notamment constitutionnelles, puisque ça n'a échappé à personne, ces sujets sont extrêmement présents en ce début de campagne, et nous verrons ce qu'en pense notre candidate ce soir, et ensuite Philippe Bilger, que tout le monde connaît, magistrat honoraire, ancien avocat général, qui fait toujours plein de choses, s'entretiendra une vingtaine de minutes avec Alain Juppé sur les questions de justice. Et puis bien sûr, vous aurez tous la parole ensuite pour poser vos questions à Alain Juppé. Je vous cède tout de suite la parole. Merci madame, merci de vos paroles de bienvenue et pardon de cette interruption intempestive. Mais j'y tiens beaucoup. Ce sont les primaires de la droite et du centre organisées par une haute autorité et un comité d'organisation. Mais ce n'est pas de cela que je suis venu vous parler principalement, sauf si vous avez des questions, bien sûr. Vous m'avez demandé mes réflexions sur ma conception de l'État et de la justice. Et en guise d'introduction, je voudrais vous livrer quelques idées rapidement. Pour moi, bien sûr, le respect de l'état de droit est, dans ma vie politique, un principe essentiel, et cet état de droit, dans l'idée que je m'en fais, est fondé d'abord sur ce qui définit même la démocratie, c'est-à-dire l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif qui gouverne, le législatif qui fait la loi, et la justice qui rend la justice comme son nom l'indique. C'est ma première ligne de force. Ma deuxième ligne de force, c'est que je sens aujourd'hui le besoin de restaurer en France un État fort dans ses grandes fonctions de souveraineté. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai publié à ce sujet un livre au mois de janvier dernier qui tourne autour de quelques grandes questions fondamentales. La défense nationale, première responsabilité d'un État fort, que j'ai traité séparément. La lutte contre le terrorisme, qui est évidemment aujourd'hui d'une brûlante actualité. La sécurité au quotidien aussi, la maîtrise des flux migratoires, le respect de la laïcité, autant de fonctions régaliennes pour lesquelles l'autorité de l'État doit être restaurée. Dans cette double perspective, j'ai fait quelques propositions que je voudrais balayer très rapidement en m'attachant principalement à ce qui était dans le titre que vous m'avez proposé, réformer l'État et la justice, en m'attachant donc principalement à la justice. Premier objectif, une justice efficace, c'est-à-dire d'abord indépendante. Elle l'est aujourd'hui. Sans doute y a-t-il quelques progrès à faire dans ce domaine, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé d'aligner le droit sur le fait, et plus précisément la nomination des magistrats du parquet sur les conditions de nomination des magistrats du siège, c'est-à-dire sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, s'agissant de l'indépendance de la justice, l'idée que je me fais de la fonction de garde des Sceaux, sous le contrôle de Dominique Perben, qui m'accompagne aujourd'hui, et celui du responsable politique, qui est en charge des orientations générales de politique pénale au nom du gouvernement, à l'exclusion évidemment de toute orientation individuelle. Une justice donc indépendante, une justice ensuite dotée des moyens, et de moyens qui soient portés aux standards européens. Je crois qu'aujourd'hui c'est une idée largement répandue. La justice en France n'est pas bien traitée, elle est le parent pauvre de la République.
En 2016, son budget se montait à 8 milliards d'euros, dont 3,2 milliards pour la justice judiciaire. 8 milliards d'euros, c'est 2% du budget de l'État. Quand on regarde les effectifs de la justice, on constate que nous avons en France 10 juges pour 100 000 habitants, là où la moyenne européenne est de 21, 3 procureurs, là où la moyenne européenne est de 12. Le résultat, on le sait bien, ce sont les délais de traitement des affaires et un encombrement de la justice. Et vous savez que l'un de mes maîtres en la matière est mon compatriote bordelais Montesquieu, dont je cite souvent cette phrase, souvent l'injustice est dans les délais. Il faudra donc faire un effort budgétaire absolument indispensable pour remettre le budget de la justice à niveau. J'ai proposé dans mes cadrages budgétaires une augmentation de 5% par an sur 5 ans pour la justice judiciaire. Ajuster aussi les effectifs aux besoins. J'ai donné quelques chiffres qui montrent le retard que nous avons. Donc des effectifs plus nombreux, mais surtout une planification des effectifs à recruter. Il se trouve que je suis tout à fait voisin de l'École nationale de la magistrature, qui est de l'autre côté de la place Péberlan à Bordeaux. J'étais récemment à la prestation de serment de la dernière promotion d'éditeur de justice, 366 membres. Il y a quelques années, ils étaient 120. Je pense que ça n'est pas une bonne gestion de ressources humaines que de ne pas savoir ce qui va se passer dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc ma première idée, c'est d'avoir une vraie planification des recrutements pour qu'on voit sur une période d'au moins 3 ans à 4 ans où l'on va et qu'on puisse s'y préparer efficacement. Je pense aussi que si l'on veut lutter contre cet encombrement et ces délais, au-delà des moyens budgétaires et des effectifs, il faut nous engager dans un travail qui sera difficile, qui ne concerne pas que la justice, qui est un défi plus général sur l'organisation même de l'État. Je veux parler du travail de simplification des procédures, déjudiciarisation de certains contentieux. Le premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, lors d'une récente séance de rentrée de cette haute juridiction, a donné là-dessus des indications qui ont retenu tout à fait mon attention. De façon générale, outre la simplification, je crois qu'il faudra peut-être essayer, et même sûrement, de mettre un terme à l'inflation législative qui retombe évidemment sur les tribunaux et les cours. Là encore, permettez-moi de citer Montesquieu, quand il n'est pas nécessaire de faire une loi, il est nécessaire de ne pas en faire. Songer certains jours à inscrire ça au fronton de l'Assemblée nationale, mais bon, c'est peut-être un peu ambitieux. Réorganisation de la carte judiciaire, il faudra aller vers une structure où il y aura une cour d'appel en fonction des grandes régions qui se sont nouvellement constituées, avec bien sûr des antennes locales qui permettent de ne pas couper le lien avec le justiciable, idem pour les tribunaux départementaux. Et enfin, l'accessibilité à la justice, propose là aussi de faciliter le fonctionnement de l'assistance juridictionnelle avec son financement et de rétablir le droit de timbre sur les différents contentieux. Autre volet de cette réforme de la justice, pour qu'elle soit plus efficace, bien sûr, une justice pleinement partie prenante dans la lutte de l'État de droit contre le terrorisme et la criminalité. Et là, je voudrais insister sur la chaîne dans laquelle la justice doit s'intégrer pleinement. Renseignement, rôle des forces de l'ordre, police, gendarmerie et justice. De ce point de vue, j'ai fait un certain nombre de propositions importantes sur un débat qui est tout à fait d'actualité, qui est celui de la lutte contre le terrorisme. Tout commence par le renforcement du renseignement, qui s'est montré au cours des années passées insuffisant et même défaillant. La suppression du renseignement territorial il y a quelques années a été une erreur. Il faut aujourd'hui le reconstituer parce qu'il est le seul à même de détecter ce qu'on appelle souvent les signaux faibles. Je crois que nous avons aussi beaucoup de progrès à faire dans la coordination de nos différentes administrations chargées du renseignement. Le deuxième objectif dans cette implication pleine et entière de la justice dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme, c'est évidemment l'élimination des zones de non-droit, sujet particulièrement d'actualité aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je préconise le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires
qui, par leur présence, sont les seuls à même d'éviter la constitution de ces zones de non-droit. J'attache aussi beaucoup d'importance au niveau et à l'effectivité des peines, qui constituent des outils absolument essentiels pour faire respecter l'état de droit. Et j'ai proposé là aussi un certain nombre de mesures, revoir le mécanisme d'octroi des remises de peine automatiques, réviser le seuil d'éligibilité des aménagements de peine, aujourd'hui fixé à 2 ans, que je propose de ramener à 1 an, voire à 6 mois en cas de récidive, le rétablissement des peines planchers, le retour sur la suppression de la double peine pour l'expulsion des étrangers en situation d'avoir purgé leur peine. L'administration pénitentiaire a un rôle essentiel à jouer dans ce dispositif. J'ai donc proposé la création d'une police pénitentiaire qui aurait à la fois pour rôle de collecter le renseignement dans les prisons qui sont souvent de véritables incubateurs de djihadisme ou de radicalisme, mais aussi de soulager certaines tâches de l'administration pénitentiaire ou de la police, comme celle des extractions par exemple. J'ai proposé aussi, et j'aurais pu le mettre sous le chapitre précédent, la mise en chantier de 10 000 places de prison. Je suis un peu surpris qu'il faille attendre la fin de ce quinquennat pour découvrir, soudainement semble-t-il, que notre pays souffre d'une surpopulation carcérale scandaleuse, à la fois pour ceux qui sont en prison et pour ceux qui devraient y être. Donc il faudra engager ce plan très rapidement. L'administration pénitentiaire doit voir aussi ses moyens améliorés, par exemple une révision du cadre juridique des fouilles ou un isolement plus systématique des détenus radicalisés. Simultanément, je préconise aussi de redévelopper le travail en prison pour favoriser la réinsertion des détenus et, dans cet esprit, j'ai été jusqu'à proposer la création d'une agence nationale spécialisée. Je pense aussi qu'il faut se livrer en prison à une vraie évaluation pluridisciplinaire des détenus dangereux qui aujourd'hui est pratiquée de façon souvent un peu trop scientifique, si je puis dire. Je voudrais terminer une brève introduction en évoquant la question des mesures exceptionnelles en situation exceptionnelle. C'est un sujet particulièrement d'actualité. Pour moi, il y a un principe absolument fondamental qui ne doit pas souffrir d'exception. Le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles. L'article 66 de notre Constitution en dispose de façon tout à fait claire. Et ceci éclaire, à mon sens, le débat sur les fichiers S, qui est un débat tout à fait actuel aujourd'hui. Il faut d'abord le ramener à ses justes proportions et voir quels sont les effectifs qui sont concernés. Souligner que les services de renseignement sont parfois attachés à pouvoir suivre des filières qui leur permettent de démanteler des réseaux et que donc la solution n'est pas toujours de mettre tout le monde, tout l'ensemble de ces fichiers S en situation de rétention. Lorsqu'il y a véritablement dangerosité déclarée, les procédures judiciaires peuvent être déclenchées. J'ajoute que en situation d'état d'urgence, la mise en résidence surveillée est également possible. Et s'il faut aller vers des centres de rétention, j'ai indiqué très clairement que pour moi, la ligne rouge à ne pas franchir était celle de l'intervention obligatoire du juge judiciaire pour valider ces procédures. Voilà sur ce point qui est particulièrement d'actualité dans le débat présent. Je m'arrêterai là sur ces quelques idées relatives à la justice. S'agissant de l'État plus généralement, nous en reparlerons sans doute en réponse à vos questions, en élargissant le champ de la réflexion, bien sûr. Je voudrais simplement, sans ramener les choses toujours à des questions budgétaires ou financières, mais enfin, j'ai évoqué des engagements budgétaires importants, rappeler que l'État, c'est le tiers d'une dépense publique aujourd'hui en France qui pèse 57% de notre PIB, ce qui constitue un record absolu, je crois, peut-être à l'exception du Danemark ou de tel autre pays scandinave. Cette dépense doit être maîtrisée pour 2 raisons. Parce que nous ne pouvons pas continuer à supporter un déficit structurel du niveau où il est aujourd'hui, pas pour complaire à Bruxelles, mais tout simplement pour penser à nos enfants, car le déficit, c'est de la dette, et la dette, c'est eux qui la paieront.
La dette, en plus, est un élément de vulnérabilité et de manque de perte de souveraineté de la France vis-à-vis de ses prêteurs, qui sont souvent des prêteurs étrangers. Simultanément, il nous faut baisser le prélèvement fiscal après l'augmentation drastique qui a été enregistrée depuis quelques années. Et donc, cela m'amène à proposer un plan de maîtrise de la dépense publique de 80 à 100 milliards au total pour atteindre ce double objectif sur la durée du quinquennat. Sur le poids de la dépense publique, l'État représente à peu près un tiers. Et donc, il faudra dégager sur le budget de l'État un volant d'économie sur 5 ans de l'ordre de 25 milliards d'euros. Ce sera une partie extrêmement difficile. 40% de la dépense de l'État, c'est de la masse salariale. Et c'est donc sur ce sujet-là qu'il faudra faire porter essentiellement notre effort au cours des prochaines années, tout en conciliant cela avec les objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure, en particulier pour ce qui concerne la justice. Voilà pourquoi la tâche qui attend ceux qui prendront les commandes en 2017 sera une tâche particulièrement compliquée. Merci de votre attention et c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Merci beaucoup. Je vais laisser les questions de justice à Philippe Bilger. Comme je vous l'ai promis, ce sera surtout un entretien qui portera sur des enjeux constitutionnels. Alain Juppé, parmi les candidats à la présidence de la République, ils sont très nombreux. Ils sont nombreux comme vous à parler d'État fort. Ils sont nombreux aussi à évoquer l'outil État comme un outil en crise, exigeant un certain nombre de révisions constitutionnelles pour que l'État fonctionne mieux. Et je crois que vous êtes un des rares à ne pas proposer de révision constitutionnelle majeure. Certes, des pratiques dont nous parlerons, une certaine manière de gouverner, peut-être une équipe plus restreinte, des pratiques, oui, mais me semble-t-il pas de grandes révisions constitutionnelles. Est-ce à dire que vous êtes le plus satisfait de tous de notre bonne vieille Constitution de 1958 ? Est-ce à dire aussi, pour reprendre une de vos expressions, que ce qui arrive à vos concurrents participe de ce que vous appelez une certaine hystérie ambiante ? Vous connaissez la formule célèbre, il ne faut toucher à la Constitution que d'une main tremblante. C'est une manie française de changer les constitutions. Les Anglais n'en changent pas, ils ont pris la précaution de ne pas l'écrire, dans leur grande sagesse, ou pas totalement. Les Américains, je n'ai pas le souvenir qu'on se précipite après chaque élection présidentielle sur la modification de la Constitution. La loi fondamentale allemande est aussi pérenne depuis le lendemain de la guerre. Il n'y a qu'en France, chaque fois qu'on a un problème, on se dit qu'on va changer la Constitution. Franchement, en 2017, dans l'état où sera le monde autour de nous, l'Europe autour de nous, avec les préoccupations majeures qui sont les nôtres, d'un côté, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, et de l'autre côté, le retour au plein emploi, je ne vois pas l'urgence absolue de se lancer dans une révision constitutionnelle majeure. La Constitution de 58 a beau être vieille, c'est une qualité, madame, pour une Constitution. Pas du tout une c'est une grande qualité. Voilà. Ça veut dire qu'elle est solide et qu'elle a résisté. Pas très vieille par rapport aux autres pays que vous évoquiez qui ont des qu'elle a résisté à beaucoup de turbulences et même de crises majeures. On ne remettra pas en cause l'élection du président de la République au suffrage universel, qui est une réforme à laquelle les Français tiennent, et dans tous les pays du monde, il y a une forte personnalisation du pouvoir exécutif, que ce soit par ce biais-là, que ce soit par des élections législatives. On ne remettra pas en cause, bien entendu, non plus le processus électorale, d'élection du Parlement. Alors, le quinquennat, bien entendu, on me dit, est-ce qu'on va revenir au septennat? Voilà, bon. Vous vous rendez compte qu'en 2017, je vais ouvrir, moi, un débat politique dans le pays pour savoir si mon successeur, si je suis élu, sera, lui, élu pour 5 ans ou 7 ans. Absolument pas prioritaire. Et il y a des arguments pour, des arguments contre. Je pense qu'on a eu raison d'en venir au quinquennat. Je vous rappelle que le septennat, c'était quasiment l'assurance d'avoir une cohabitation sur la durée du mandat présidentiel, et pour l'avoir vécu à deux reprises, une en 86 et une en 93, je peux vous dire que la cohabitation n'est pas le régime idéal pour l'efficacité du fonctionnement des pouvoirs publics. Voilà 2 réformes majeures, pendant que j'ai évoqué l'élection du président au suffrage universel, le quinquennat. Moi, je serai tout à fait à l'écoute des autres modifications constitutionnelles qui sont proposées ici ou là pour en discuter. Alors, je vous propose que dans l'ordre, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la fonction législative. On est quand même le pays de Rousseau, même s'il a été
un petit peu maltraité, notre Rousseau, depuis, mais bon, la fonction législative d'abord, puis nous traiterons, si vous le voulez bien, des envies référendaires, hein, pour faire passer des lois autrement que par le Parlement, envies que vous avez bien cernées autour de nous. Ensuite, nous parlerons de l'exécutif, peut-être aussi du contrôle de l'exécutif par le législatif, et pour finir, je vous propose de dire quelques mots de l'organisation territoriale. Alors, en ce qui concerne la fonction législative, ils sont nombreux, les candidats à la présidentielle, à souhaiter diminuer le nombre de nos représentants législatifs. Nicolas Sarkozy veut passer de 577 députés à 400, de 348 sénateurs à 202. Pas très loin sur ce point, et peut-être seulement sur ce point, Arnaud Montebourg souhaite passer à 350 députés et 200 sénateurs. Ajoute que pour les sénateurs, 100 devraient être tirés au sort sur les listes électorales à raison de 1 par département, les 100 autres être des membres du Conseil économique, social et environnemental. Bruno Le Maire souhaite lui aussi passer à 210 sénateurs dans son fameux référendum du 18 juin qu'il propose. Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous avons trop de représentants législatifs? D'abord, vous m'avez parlé, madame, en commençant, de réforme de la Constitution. Oui. Sauf à dire une bêtise, là, ce dont vous me parlez n'est pas constitutionnel. C'est vrai. En même temps, s'il y a une avalanche de questions autour de l'organisation législative, je vais répondre à votre question, mais on n'a pas besoin de réformer la Constitution. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne fallait y toucher qu'en tremblant. Donc, s'il faut... Je n'ai pas dit que j'étais pour le statu quo absolu sur toutes les questions institutionnelles. J'ai dit que je ne voyais pas la raison d'une modification majeure de la Constitution. Sur votre question, je suis favorable à une diminution du nombre de parlementaires. Nous avons aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, 577 députés. Ça, le chiffre est exact, et un peu plus de 300 sénateurs. Donc nous sommes à plus d'1 millier de parlementaires, sans compter évidemment les membres du Conseil économique et social. C'est trop, et je suis donc favorable à une diminution. Je n'ai pas fixé de chiffre encore à ce stade, mais c'est sans doute une diminution de plusieurs centaines. Alors, est-ce qu'il faut faire un référendum pour modifier tout cela? On voit bien pourquoi. C'est qu'il est difficile de demander à des parlementaires de se faire harakiri. Et donc, l'idée, c'est de demander au peuple de trancher la question. Mais ça, je voudrais rebondir sur cette question à propos de l'inflation référendaire à laquelle on assiste depuis quelques jours. Parce que j'ai un peu de mal à suivre. J'en suis aujourd'hui à au moins 4 référendums, l'un sur le cumul des mandats, l'autre sur, ça peut être le même, l'autre sur le nombre de parlementaires, le troisième sur les fichiers S et le quatrième sur le regroupement familial. Tout ça le jour de l'élection législative ou du deuxième tour de l'élection présidentielle. Ben, je vous dis tout de suite que je ne suis pas du tout favorable à cette idée qui me semble un peu loufoque pour ne rien Alors cacher. Comment le ferez-vous si ce n'est pas par référendum? Le moment venu, on peut le faire par référendum, mais le moment venu. Il n'y a aucune urgence, le jour de l'élection législative de 2017, à s'engager à diminuer le nombre de parlementaires. Parce que je n'imagine pas que le même jour, on vote pour 577 parlementaires et qu'en même temps, on en réduise le nombre à 400. Est-ce que ça s'applique à ceux qu'on vient d'élire? Il faudrait peut-être qu'on dispose alors de le référendum la liste de ceux qu'on va élire en même temps et qui seront évacués de l'élection. Je ne vois pas très bien la truc. Donc ça s'appliquera forcément à la fin de la législature en cours, c'est-à-dire au bout de 6 ans, de 5 ans. Donc je crois qu'il y a là le temps de la réflexion. Est-ce que vers la fin de mon mandat, si je suis élu, je me poserai le problème d'une grande réforme constitutionnelle lorsqu'on aura évacué, je l'espère, le problème du chômage et lorsqu'on aura rétabli un État fort? Peut-être. Mais vraiment, se précipiter dans ce débat et demander au peuple français, après l'élection présidentielle, et après, là j'anticipe sur les prochaines questions, et le jour de l'élection législative, de rétablir le cumul des mandats, je dis attention casse-cou. Avant le cumul des mandats, il y a la question du mode de désignation de représentants législatifs. Certains proposent une forte dose de proportionnel pour une partie des députés à l'Assemblée nationale. D'autres sont très tentés par le tirage au sort pour une partie, par exemple, des sénateurs. Quelle est votre opinion sur ces deux chemins de réflexion tout de même institutionnel, à tout le moins. Institutionnel, là aussi, la loi électorale, vous le savez mieux que moi, ne relève pas de la Constitution. On ne peut pas non plus tout faire sans jamais demander. Enfin, voilà, il y a quand même un... Voilà, c'est institutionnel, je le reconnais bien volontiers, et c'est donc tout à fait légitime de l'aborder dans le débat.
J'ai beaucoup réfléchi à cette question de la proportionnelle, qui est un serpent de mer depuis des années. Aujourd'hui, ma réflexion m'amène à la plus grande prudence. Notre pays a été l'objet d'une instabilité ministérielle sous la 3e, sous la 4e République, dont on a eu du mal à sortir. Malheureusement, on est revenu. Aujourd'hui, ce n'est plus l'instabilité du gouvernement, c'est l'instabilité des ministres qui tournent très rapidement. Et je pense que, quelles que soient les précautions qu'on prenne, une dose de proportionnelle, j'entends dire ça, on risque de fragiliser ce qui est quand même un des acquis de la 5e République, c'est-à-dire la stabilité gouvernementale. C'est pour ça que je ne suis pas du tout enthousiaste à l'idée de la proportionnelle. Sous une réserve, si on arrivait à trouver un système qui s'inspire du système municipal, ou du système régional, qui est moins majoritaire, pourquoi pas? Dans un système municipal, lorsque votre liste gagne 51% des voix, vous avez 51% des sièges, plus une quote-part de ce qui dépasse la majorité absolue. Et ça garantit une majorité stable dans les municipalités qui leur permettent de travailler sur le long terme ou le moyen terme, et c'est donc un système qui fonctionne bien. Donc voilà, la proportionnelle comme ça, tirage au sort. Brut, mais alors le tirage au sort, non, soyons sérieux. On ne fait pas diriger un pays par le tirage au sort, voyons. Moi j'ai fait... Ça veut dire qu'on n'est pas Athènes avec 20 000 citoyens, quoi. Non, on est 66 millions. C'est ça votre argument. J'essaie de comprendre l'argument qui vous fait rejeter immédiatement cette réflexion. Non, une petite dose de tirage au sort. Moi, je fais du tirage au sort dans la démocratie locale. Voilà, ça va vous surprendre. J'ai des conseils de quartier et des commissions permanentes, et pour me mettre à l'abri du reproche de favoritisme, parce qu'on dit parfois mais le maire ne nomme que ses copains dans les conseils de quartier, ben, j'en tire une partie au sort. Bon, c'est très bien. Dans les jurys populaires, on peut tirer au sort aussi, c'est très bien. On ne fait pas faire la loi par tirage au sort. Il y a quand même un minimum de garantie, de compétences et de représentativité par ceux à qui on fait faire la loi. Je ne suis pas favorable à l'institutionnalisation au tirage au sort. C'est pas l'Assemblée nationale, n'est pas le Sénat. La plupart de ceux qui le proposent, c'est pour le Sénat. La Boulée ou l'Agora. Non, on a passé un peu de temps depuis. À propos du cumul des mandats, donc le président de la République s'est exprimé jeudi dernier dans un discours qui s'intitulait « Refaire la démocratie ». Il propose quant à lui 3 mandats législatifs au maximum, aussi bien d'ailleurs pour les exécutifs locaux, là c'est pas du législatif, mais aussi la même chose que pour les parlementaires. C'est une proposition qui correspond à celle aussi de Bruno Le Maire, les 3 mandats maximum. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le cumul des mandats, il y a 2 aspects. Il y a d'abord à l'instant T, le cumul d'un mandat législatif et d'un mandat exécutif. Je suis contre le rétablissement du cumul. Vous êtes contre la proposition de Nicolas Sarkozy. Oui. Soyons clairs, oui, tant qu'à faire. Mais il n'y a pas lui qui l'a fait. Et en l'occurrence, il souhaite absolument revenir dessus pour qu'on puisse avoir un mandat local. Évidemment, vous savez pourquoi ? Parce qu'il l'a promis à tous les parlementaires, qui sont très très attentifs à ce point. C'est clair, il faut donner l'explication, quitte à se mettre en complet divorce avec l'opinion publique. Moi, j'ai fait le pire en matière de cumul des mandats. J'ai fait le pire. J'ai été Premier ministre et maire de Bordeaux. Voilà, comme beaucoup d'autres à l'époque. Donc, évidemment, j'ai un lourd passé. Mais aujourd'hui, j'ai la conviction que si on veut faire sérieusement son boulot de parlementaire, sérieusement son boulot de maire, eh bien, il ne faut pas cumuler les mandats, sauf peut-être pour les petites communes. Il y a des arguments en sens inverse, je le reconnais bien volontiers, parce que ce n'est pas une question simple. Et l'argument en sens inverse, c'est que voilà, ce qui donne des racines aux élus, ce sont leurs mandats locaux. Et je le vérifie, moi, chaque jour. Quand on est maire, on est dans la proximité quotidienne avec les habitants et donc tout simplement avec les citoyens. Qui vous parlent de quoi? Qui ne vous parlent pas de grandes questions géostratégiques, qui vous parlent de l'emploi de leurs gamins, qui vous parlent de la sécurité dans leur quartier, qui vous parlent de la propreté de leur rue. Et ça vous met vraiment dans le réel et c'est utile pour un législateur. Mais la contrepartie, c'est que d'abord l'opinion publique ne supporte pas ce genre de situation, ce qui n'est peut-être pas un argument d'irriement, et que deuxièmement, ça affaiblit la qualité du travail parlementaire. Donc, je ne suis pas favorable au rétablissement du cumul. Sur le cumul dans le temps, qui est une autre question, on l'a déjà institué pour l'élection du président de la République. 2 mandats maximum. Je n'y vois aucun inconvénient. Je trouve même que c'est plutôt une bonne règle. Sur les parlementaires aussi, mais ça relève de cette illusion que la vie politique est une vie
dans laquelle on peut improviser en venant d'autres horizons pour apporter du sang nouveau. Bon, plus je regarde le fonctionnement des grandes démocraties, et plus je me dis que le métier, la fonction de l'homme politique, ça s'apprend. Vous trouvez ça bien, cette professionnalisation systématique que vous venez de décrire? Non, elle n'est pas systématique. Il y a des gens qui échouent, il y a des gens qui arrivent. Regardez, il y a des gens qui viennent du secteur privé dans la vie publique. Mon adjointe à Bordeaux, Virginie Calmels, ne faisait pas de politique il y a 2 ans. Mais cette illusion selon laquelle on pourrait s'improviser homme ou femme politique sans franchir un certain nombre d'étapes me paraît absolument dangereuse. Il y a un apprentissage à faire. Et malheureusement, les expériences qu'on a faites parfois de personnes venant de la société civile et qu'on a propulsées sur des postes ministériels très importants n'ont pas toujours été concluantes. Il y a eu des réussites, il n'y a pas eu que des réussites. Donc, pour simplifier, oui à la limitation du nombre de mandats, avec un bémol pour les mandats locaux. Tout le monde s'accorde à reconnaître, pardon de ce petit instant d'autosatisfaction, que j'ai transformé la ville de Bordeaux. Je ne l'aurais pas fait en 10 ans. Je ne l'aurais pas fait en 10 ans. Il faut du temps pour mener à bien un projet d'urbanisme. Construire un pont, aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est la réglementation française, l'accumulation des normes, ça prend plus de 10 ans. Et donc tous les maires qui ont marqué leur ville, regardez-les tous, Gérard Collomb à Lyon, Gaudin à Marseille, et puis si on remonte dans le temps, beaucoup d'autres, Hérault à Nantes, Chabon, mon prédécesseur, ont tous été des maires dans la durée. Ils ont eu le temps de transformer leur ville. L'urbanisme est un temps long et il demande du temps. 3 mandats, c'est peut-être bien. Ça fait 6 fois 3, 18, c'est peut-être effectivement suffisant. Je reviens sur le discours de François Hollande la semaine dernière sur les institutions. Il a passé du temps à expliquer à quel point il fallait changer la fabrique de la loi, pour le citer, c'est-à-dire la procédure législative. Il n'a pas parlé du 49.3, j'aurais quand même qu'on commence par là, d'autant que ça fait un peu mal à la gauche, cette question, comme vous le savez. J'aimerais savoir ce qu'en pense la droite. Est-ce qu'il faut limiter l'usage du 49.3 d'une façon ou d'une autre? Très peu de candidats le proposent. Arnaud Montebourg, je crois, propose de le limiter aux questions budgétaires. Il y a quand même, dans l'opinion, une difficulté avec cet usage. C'est souvent mal compris. Que pouvez-vous en dire ? C'est vrai, c'est un outil du parlementarisme rationalisé, cher au général de Gaulle. Souvenez-vous, on ne l'a pas fait comme ça, on l'a fait parce que la faiblesse des gouvernements successifs, des républiques précédentes, méritait qu'on se dote de cet outil. Donc moi, je ne suis pas favorable à sa suppression pure et simple. En revanche, il a été encadré, et à l'initiative, autant que je me souvienne, de Nicolas Sarkozy, lors du précédent mandat, il y a eu une réforme du 49.3 qui limite son utilisation. Est-ce qu'il faut aller au-delà dans cette utilisation? Pourquoi pas? Je ne suis pas complètement fermé, mais pas sa suppression, parce que je le répète, c'est un outil qui peut être utile. Alors le fond des propos tenus par François Hollande la semaine dernière, c'est qu'il souhaite, dans l'idéal, qu'il y ait plus de temps pour la préparation des lois avec des consultations obligatoires et moins de temps pour leur adoption. Et il a proposé une seule lecture par chaque assemblée quand l'urgence est prononcée, des amendements qui puissent être adoptés en commission et non en séance, et même des délais limites, un peu à l'exemple de ce que l'on fait pour la loi de finances. Comment réagissez-vous à cet ensemble de propositions qui, de son point de vue, naissent d'une expérience, d'un mandat? Voilà ce qu'il en conclut pour la procédure législative. Beaucoup de choses ont été modifiées en l'espèce. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on discute du texte adopté par la Commission en séance plénière à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, je suis très favorable à tout ce qui se passe en amont de la préparation des lois. Je pense qu'il faut qu'à côté de la démocratie représentative, qui est effectivement en crise, si on en juge par le décalage entre gouvernants et gouvernés et puis la progression des taux d'abstention, il faut développer une vraie démocratie participative. Et les outils numériques, de ce point de vue-là, sont des outils très précieux. Faut-il rendre les choses obligatoires? Oui, arrêtons de tout rendre obligatoire. Vous savez, je plaide pour la simplification. Si on passe son temps à rendre des choses nouvelles obligatoires, on ne va pas simplifier. Misons parfois de temps en temps sur l'initiative, sur la bonne volonté, sur l'intelligence. Ce qu'a fait Axel Lemaire avec sa loi sur le numérique en mettant ça en ligne avant que ça passe
même avant le Conseil d'État et avant le Conseil des ministres, est une bonne initiative, effectivement. Permettre aux citoyens de donner son sentiment sur un projet de texte de loi, c'est quelque chose qui mérite d'être développé. Ensuite, est-ce qu'il faut une lecture ou deux lectures ? Franchement, je reviens toujours, à ma marotte. C'est une urgence nationale, ça, dans la situation où est le pays ? En même temps, beaucoup de gens, comme vous le savez, ont l'impression qu'on n'arrive plus vraiment à faire des lois simples. Elles sont très longues, de plus en plus longues, et surtout à les faire passer en des temps raisonnables, que le citoyen puisse comprendre. On a l'impression qu'au bout du bout, il faut faire usage du 49.3, il faut accélérer. Je crois qu'il y a quand même une crise pour beaucoup de gens. Ça ne vous intéresse pas, le tirage au sort, pour résoudre les problèmes de la représentation, la crise de la démocratie représentative. Peut-être que d'autres choses doivent être prises en compte. Bien sûr, je viens de vous le dire, la démocratie participative, je l'appelle même parfois démocratie quotidienne ou démocratie continue, est une bonne chose. Je n'ai pas dit que j'étais contre le tirage au sort, je suis contre le tirage au sort de l'Assemblée nationale, entendons-nous bien, ou du Sénat. Je suis contre le tirage au sort d'une assemblée parlementaire qui a la responsabilité de faire la loi. En revanche, le tirage au sort peut être utile dans d'autres assemblées. J'ai dit que je le pratiquais moi-même dans des procédures de concertation en particulier ou de consultation. Les procédures décisionnelles, c'est autre chose. Sur les lois, vous aurez beau avoir une première lecture, si les gouvernements continuent à faire des lois de 150 articles, ça ne changera rien. J'ai l'impression que là Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Sur ce point, ça nous une autre question, je le reconnais bien. Il faut qu'on ait une gouvernance différente et que les ministres, le Premier ministre, le Président de la République, dont ce n'est pas forcément la tâche, s'il en revient à la conception qui est la mienne de la fonction présidentielle, c'est-à-dire qui est de présider et pas de gouverner au jour le jour, c'est au Premier ministre, au secrétariat général du gouvernement, au ministre, d'arrêter l'inflation législative. Et franchement, je ne suis pas sûr que ce soit en limitant le nombre de lectures à une qu'on arrivera à éviter des textes de 150 articles qui demandent des décrets d'application de 200, je ne sais plus combien sur la loi Macron ou sur la loi travail, je crois que c'est près de 200 décrets d'application qui sont attendus. C'est ça qu'il faut absolument arrêter, c'est cette espèce d'hyperinflation de textes et qui pose le problème, pas du nombre de lectures, qui pose le problème des amendements au Parlement. Ça, personne n'ose aborder cette question, et même pas moi, vous voyez. Je ne vais pas oser l'aborder. Parce qu'elle est sulfureuse. Est-ce qu'il y a une autre manière aussi de... Je connais quand même des parlementaires qui ont des machines à amendement. Ce sont des machines à amendement. Il n'y a aucun outil institutionnel pour l'empêcher. Pardon ? Il n'y a aucun outil institutionnel alors pour l'empêcher ? Ça a été modifié, ça. Maintenant, il y a des règles plus contraignantes en ce qui concerne les amendements. Mais le temps-délai limite, là, comme pour les lois de finances. Oui, pourquoi pas, oui, ce serait une bonne idée. Ça fait partie des propositions de François Hollande qui vous ont intéressé. Moi, je pense que le Parlement devrait consacrer moins de temps à légiférer et beaucoup plus de temps à contrôler l'action du gouvernement. Ça serait une réforme très importante. Et à défaire des lois, puisqu'après tout, le souverain, il peut faire des lois, mais il peut aussi les défaire. Certes. Est-ce qu'il faut consacrer un moment du temps du Parlement à défaire des lois qui n'ont pas fait leurs preuves, qui n'ont pas été évaluées ? Je crois que Nicolas Sarkozy a une proposition en ce sens pour un certain temps parlementaire consacré à cela. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, certains proposent pour chaque loi nouvelle d'en abroger 2. Voilà. Certains proposent, mais vous, qu'est-ce que vous proposez ? Je vous le répète, pardon, j'ai du mal à me faire comprendre, ça n'est pas ma priorité. Ce n'est pas la priorité, en 2017. j'ai compris. Ce n'est pas ma priorité. Une priorité. Moi, ce que je veux, c'est lancer en arrivant un grand plan pour l'apprentissage, pour arriver à stopper le scandale qui est de voir 24% des jeunes Français de moins de 25 ans au chomage. Voilà ma priorité. Ce n'est pas de savoir s'il y aura une ou deux lectures à l'Assemblée nationale. Même si notre entretien est sur des questions institutionnelles. Mais sur le référendum, je vais y venir maintenant. Puisque au nom de cette urgence et cette envie de faire vite, certains proposent de passer par l'article 11 et de légiférer au fond beaucoup en utilisant l'article 11 et le référendum. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas des fichiers S, il y a la question du regroupement familial qui a été proposé par Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des contre-pouvoirs à cela, si jamais ce n'est pas vous qui êtes président de la République, mais justement quelqu'un qui l'utilisera ? Et de quelle façon pourrait-on, pour des raisons juridiques ou constitutionnelles, empêcher qu'on propose des référendums sur un tas de questions de société, à moins que ce soit votre avis, qu'on puisse, poser des questions sur n'importe quel point de société. Quelle est votre position là-dessus ? D'abord, je ne suis pas hostile au référendum. Je suis gaulliste. C'est comme ça que je suis rentré en politique. Et le référendum est évidemment inséparable de la vision qu'avait le général de Gaulle du fonctionnement des institutions, à condition que le référendum soit un acte solennel.
Alors, vous me dites comment limiter l'utilisation des référendums à des fins qui ne sont pas là. Mais les textes existent. Que je sache, il y a l'article 89, il y a l'article 11, il y a un contrôle du Conseil constitutionnel sur les conditions dans lesquelles on recourt au référendum. Donc voilà, on peut se poser la question de savoir, je sais que c'est controversé sur le plan constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui se prononcera, si un référendum, le jour de l'élection législative, est parfaitement conforme à la Constitution. Alors certes, on peut plaider le fait que l'Assemblée nationale sortante est toujours en session. C'est quand même un peu limite. Donc il y a des règles et on ne peut pas faire des référendums sur n'importe quoi. Il y a une liste très précise, enfin vous la connaissez mieux que moi, dans l'article 11, ou alors pour modifier la Constitution dans l'article 89. J'en viens à la question de l'exécutif. Est-ce que vous trouvez que ça marche bien, l'exécutif? Oui. La question de l'exécutif. L'exécutif en France a deux têtes, même si je sais bien que le président de la République n'est pas que chef de l'exécutif et chef de l'État. Mais est-ce que vous trouvez que ça fonctionne bien? Il faut tout de même rappeler que le Premier ministre, dans l'esprit de 1958, est un bouclier. Bon, il gouverne quand le président préside. Il est aussi souvent infusible, on le sait bien. Il est aussi là pour protéger la figure du président. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent, personne ne protège personne. Nous sommes dans une démocratie médiatisée, d'opinion. Ça ne fonctionne plus tellement bien, cette protection. Est-ce que vous comprenez qu'en vertu de ce constat, on puisse s'interroger sur l'opportunité d'avoir toujours un exécutif à deux têtes? Je comprends absolument qu'on puisse s'interroger sur tout, et en particulier sur cela. Et puis quand on s'est interrogé, on arrive à une conclusion, naturellement. Et je ne suis pas favorable à ce qu'on supprime le poste de Premier ministre et à ce qu'on transforme le Premier ministre en une sorte de secrétaire général de l'Élysée. Je pense que nos institutions, de ce point de vue, sont équilibrées à condition que le président de la République en revienne à la conception initiale de sa fonction, c'est-à-dire de présider sur l'essentiel et pas de s'occuper au jour le jour de tout ce qui se passe au gouvernement ou sur le territoire national, et deuxièmement que le Premier ministre assume pleinement sa fonction de direction du gouvernement. Et d'autre part, d'interface avec le Parlement. C'est extrêmement compte tenu de la pression, si vous êtes président de la République, la pression que vous aurez au jour le jour, et pas seulement médiatique, mais je dirais que c'est aussi la scène globalement de l'opinion, le fonctionnement du politique aujourd'hui, vous savez très bien que vous occuperez de tout. Vous allez vous occuper de tout, Alain Juppé, mais qui peut croire un instant que vous n'allez pas vous occuper de tout? Demandez à mes équipes à Bordeaux si je m'occupe de tout. Moi, quand j'ai confiance, je délègue, bien sûr. Et je serais très heureux d'avoir un Premier ministre que j'aurais choisi sur deux critères, la compétence et la loyauté, à qui je pourrais déléguer des tas de choses. Je ne vais pas aller... parce qu'il faut aller jusqu'au bout de votre logique. Enfin, ce n'est pas votre logique, madame, pardon, de la logique de ceux qui veulent changer le système. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Qu'est-ce qu'on fait à la place? On fait un régime présidentiel. Il n'y a pas 36 alternatives. Si on supprime le Premier ministre, ça veut dire que le président de la République devient directement le chef de l'exécutif et qu'il doit avoir d'une manière ou d'une autre un rapport avec le Parlement. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, notre système, s'il pose des problèmes, ce n'est pas véritablement à cause de cette dualité. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a des ministres qui ne dirigent pas leur administration. Et on a un gouvernement qui n'est pas soudé. Ce n'est pas parce qu'il y a un président de la République et un Premier ministre qu'on assiste quand même à une scène dans laquelle le ministre de l'économie plante un couteau d'abord dans le dos de son Premier ministre et ensuite de son président de la République. Ce n'est pas un problème institutionnel, c'est un problème de morale politique, c'est un problème d'autorité politique. Moi, quand j'ai eu un ministre en 1995 qui s'est rendu sur les ondes pour raconter des histoires que je lui avais demandé de garder secrètes parce que c'était dans ma stratégie gouvernementale, je l'ai viré le lendemain. Il y a longtemps que M. Macron aurait dû être viré du gouvernement. Enfin, ce n'est pas une question institutionnelle, c'est une question de gouvernance et d'autorité. Donc moi, je veux un président qui préside, un Premier ministre qui dirige son gouvernement, des ministres qui soient les patrons de leur administration. Il y a combien de ministres aujourd'hui qui s'intéressent au fonctionnement de leur administration? Je dis souvent en forme de boutade qu'il y en a un tiers qui sont sur BFM, un tiers de leur temps sur BFM, un tiers de leur temps à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions d'actualité, un tiers de leur temps dans leur circonscription législative et le quatrième tiers pour diriger leur administration. Moi, je veux des ministres qui dirigent leur administration et la première condition, voilà une réforme qui n'est pas constitutionnelle, mais dans les mœurs du gouvernement, on ne change pas de ministre tous les ans et demi. Enfin,
Voyons, combien de ministres des Affaires européennes... Sauf s'il travaille mal avec son administration, si je vous ai bien compris. Ça veut dire qu'on s'est gouré dans le choix. Et la principale responsabilité du président de la République, c'est pas de se gourer dans les choix, donc se faire des choix durables. Je ne vais pas être cruel. Mais on voit bien que c'est vous qui allez constituer le gouvernement et pas le Premier ministre, pardon. Mais... Non, je le ferai avec lui. Je ne vais pas être cruel, mais qui est ministre des Affaires européennes en ce moment? Il y a combien eu de ministres des Affaires? C'est pas rien, les Affaires européennes. Ah non, c'est pas rien du tout. C'est une fonction essentielle. Est-ce que vous pouvez me dire quel a été le rôle du ministre des Affaires européennes depuis 2012? Voilà, c'est là qu'est le problème. C'est qu'il faut des gouvernements plus ramassés, des gouvernements avec des ministres stables, qui ne changent pas tous les ans et demi. Il y a eu 6 ministres de l'économie depuis 9 ans. Voilà le vrai problème aujourd'hui de l'instabilité ministérielle. Il y a eu 3 ministres de l'éducation nationale depuis 2012. Un ministre qui change tous les ans et demi ne dirige pas sa boutique, et c'est l'administration qui dirige sa boutique. C'est là que je veux m'attaquer, et je veux avoir une vraie gouvernance avec des ministres qui dirigent vraiment leur administration. À propos de la boutique, certains de vos concurrents aussi évoquent le fait que les administrations centrales, il y a aussi des choses à changer. Il y a aussi le problème des autorités administratives indépendantes qui se développent énormément. Est-ce que vous avez des projets de réforme de l'administration? Oui, ça bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire pour réformer l'administration. D'abord, il faut des ministres qui la gouvernent. Pardon d'être un temps un peu immodeste, je n'ai pas été un mauvais ministre des Affaires étrangères entre 1993 et 1995. D'abord parce qu'il y avait de grands enjeux de politique étrangère, mais ensuite parce que j'ai dirigé ma maison. J'en ai fait une réforme, surtout, les diplomates ont eu le sentiment qu'ils avaient un patron. C'est ça la vraie réforme de l'administration. Ensuite, il faut s'attaquer, vous avez tout à fait raison, à la prolifération d'un certain nombre d'organismes, d'autorités indépendantes qui n'ont pas de légitimité la plupart du temps. Il va falloir mettre de l'ordre dans tout ce vaste réseau. Il faut aussi transformer, et ça c'est beaucoup plus important encore, l'administration, lui faire sa transformation numérique. Il y a beaucoup d'administrations qui sont encore en retard de plusieurs années, pour ne pas dire plus, dans ce domaine. L'administration fiscale a commencé à le faire, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas fait. Il faut dégraisser les administrations, pardon, je retire ce mot qui est affreux et qui a déjà servi. C'est-à-dire qu'il pourrait vous porter malchance. Il faut alléger. Oui. Non, il a porté malchance à d'autres, c'est vrai. Oui, c'est pourquoi je le retire. Il faut alléger certaines administrations centrales et renforcer en revanche le maillage des administrations de l'État. Donc il y a beaucoup de réformes à faire dans les administrations centrales, c'est tout à fait vrai. Alors j'ai encore 2 questions et puis je céderai la parole à Philippe Bilger. La première porte sur le contrôle de l'exécutif par le législatif et la deuxième portera sur l'organisation territoriale. En ce qui concerne le contrôle, vous avez peut-être vu que François Hollande a dit dans son discours, la Cour des comptes contrôle les politiques publiques, c'est très bien, il n'a pas donné un vrai tacle, il en a fait partie, il y a même eu un petit hommage, mais enfin, il a quand même rappelé que c'est au Parlement de contrôler l'exécutif, avec le problème classique que vous connaissez, qui est celui des moyens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Parlement a les moyens de le faire? S'il n'a pas les moyens, que comptez-vous faire? Et puis, par ailleurs, je crois qu'il y a un problème général de toutes les formes de contrôle. Sujet polémique où vous ne vous exprimerez peut-être pas, mais regardez le Conseil constitutionnel qui contrôle et valide finalement les comptes de campagne, avec tout le respect qu'on peut avoir pour cette très illustre institution. On a-t-elle les moyens d'enquête, les moyens d'investigation, sans quoi évidemment ça, malheureusement pour elle, ça décrédibilise ce genre de travail de vérification. Donc je crois que la question du contrôle est devenue pour les citoyens une question majeure. Oui, et c'est juste, et il faut prendre en compte cette exigence de contrôle. Moi, j'ai le plus grand respect pour la Cour des comptes, elle fait bien son travail, elle a les moyens de le faire. Les chambres régionales des comptes font leur boulot. Je préfère vous dire que les élus locaux s'en rendent compte. Nous sommes hyper contrôlés, matin, midi et soir. Donc il faut faire jouer ce contrôle, il faut donner au Parlement davantage de moyens. Bien sûr, s'il légifère moins, il pourra dégager du temps nécessaire pour contrôler. Il a des outils, il y a un office d'évaluation des choix budgétaires qui est à sa disposition. Il peut disposer de la Cour des comptes aussi, qui est à sa disposition, et les commissions parlementaires ne s'en privent pas. Donc voilà, tout ce qui pourra renforcer les moyens de contrôle est le bienvenu, bien sûr. Des moyens, encore des moyens. Oui, mais enfin des moyens, c'est souvent un prétexte, les moyens. Les moyens, ils existent. La Cour des comptes, elle existe. On peut très bien s'en servir et elle fait des rapports. Pourquoi ces rapports ne sont pas exécutés? C'est là qu'il y a un vrai problème. Plutôt que de créer des instances nouvelles ou des procédures nouvelles, commençons par faire respecter ce contrôle. On a même imaginé, moi j'ai fait ce travail quand j'étais jeune inspecteur des finances, il y avait une commission
je ne me souviens plus de son nom, qui était chargé d'évaluer les suites à donner au rapport public de la Cour des comptes et qui était constitué d'inspecteurs des finances et de conseillers d'État qui étaient chargés de voir ce que devenait. Commençons par exhumer tous les rapports de la Cour des comptes et par les faire appliquer. On aurait fait un progrès formidable. Bien, concernant l'organisation territoriale, vous n'êtes pas sans savoir que Nicolas Sarkozy considère comme un scandale démocratique. Je suis venu ici vraiment pour dialoguer avec Nicolas Sarkozy. C'est ça qui est pas vrai, mais je vous ai fait dialoguer, même avec mon cours, vous avez dialogué grâce à moi. Ça me fait plaisir. Hollande, vous dialoguez avec tout le monde ici. Mais là, pour le coup, je voudrais que vous répondiez à la formule de Nicolas Sarkozy. C'est un scandale démocratique, d'après lui, d'être revenu en 2013 sur la réforme qui avait réintroduit le conseiller territorial, qui était le représentant pour le même territoire et du conseil régional et du conseil départemental. Est-ce que vous êtes plus satisfait que lui de la politique territoriale de François Hollande? Non, et voilà un sujet sur lequel je suis pleinement d'accord avec Nicolas Sarkozy. Je ne dirais pas que c'est un scandale, je dirais que c'est une erreur. Le fait d'avoir supprimé le conseiller territorial est une erreur. Et la réforme territoriale qui a été conduite depuis le 2012 est une mauvaise réforme. Vous reviendrez dessus si vous êtes président de la République? Ça, c'est une autre affaire. Je vais vous expliquer pourquoi je ne reviendrai pas totalement dessus. C'est une mauvaise réforme parce que le problème n'était pas la taille des régions. C'est un faux problème, ça encore. On cite toujours les Länder allemands. Il y a des Länder allemands qui ont la taille d'une ville, Hambourg. Il y en a d'autres qui ont la taille d'un pays, comme la Bavière. Donc, ce n'était pas le problème. Et l'objectif, c'était quoi de la réforme territoriale et du conseiller territorial? C'était de simplifier le millefeuille territorial. Avec un conseiller territorial qui siégeait à la fois au conseil général, comme on disait à l'époque, au conseil départemental et au conseil régional, on avait la chance de ménager un rapprochement progressif de ces deux assemblées et, disons les choses comme il faut les dire, de la disparition progressive du département. On a fait exactement le contraire. On a constitué d'immenses régions comme la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui va de Guéret dans la Creuse jusqu'à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Le résultat, c'est que, naturellement, le département est maintenu, parce qu'il constitue un échelon intermédiaire qui est pratiquement interordonnable. Donc on n'a rien simplifié, et quand je vois comment ça se met en place aujourd'hui, ça ne va pas provoquer des économies, naturellement. Par ailleurs, à l'échelon inférieur, sur les intercommunalités, on a découpé ça aussi de façon tout à fait arbitraire et autoritaire, sans tenir compte la plupart du temps des bassins de vie ou des bassins d'emploi. Et donc cette réforme, elle a été mal faite. Alors, à partir de là, votre question est tout à fait légitime. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet tout à plat? Je sais que c'est la thèse de certains de mes concurrents. J'ai écouté, moi, les élus locaux, parce que je passe mon temps depuis 2 ans, et bien plus que cela, à aller à leur rencontre. Ils m'accueillent bien parce qu'ils sentent que je suis un de leurs pairs. Ils nous disent, foutez-nous la paix, laissez-nous respirer. On en a assez des charcutages qui se succèdent, des réformes qui nous sont imposées par Paris sans nous consulter. Donc ils ont un formidable besoin de stabilité et de visibilité. Qu'est-ce que je leur propose? 2 choses. D'abord, un contrat d'engagement sur le plan financier. Et je vais leur dire, on le négociera, ça sera un contrat sur 4 ans, s'il faut 1 an pour le négocier au cours du prochain quinquennat, vous vous engagez à faire des économies de fonctionnement. Et l'État vous garantira vos dotations. Si vous ne faites pas d'économies de fonctionnement, l'État diminuera ses dotations parce qu'il faudra bien que quelqu'un fasse des économies. Et pour vous aider à faire des économies de fonctionnement, l'État vous apportera un certain nombre d'outils, pas de transfert de charges non compensés. On ne va pas s'amuser à refaire ce qu'a fait le gouvernement depuis 2012, c'est-à-dire à couper les dotations budgétaires en ajoutant des dépenses aux collectivités locales. Ça, c'est parfaitement scandaleux. Je pense en particulier au rythme scolaire qui, moi, à Bordeaux, me coûte 2 millions nets par an. Donc, on arrête ce petit jeu-là. On vous donne des instruments de gestion de la fonction publique territoriale. Par exemple, l'augmentation de la durée du travail, qui ne fera pas des économies à court terme, mais qui permettra de supprimer des postes. Si on travaille plus, on pourra avoir moins besoin de fonctionnaires. Deuxièmement, le rétablissement de la journée de carence qui permettra de lutter contre l'absentéisme. Voilà l'exemple même d'une réforme absurde. Quand Nicolas Sarkozy avait créé, et son gouvernement, la journée de carence, le taux d'absentéisme dans la fonction publique avait immédiatement chuté de plusieurs points. Et ça n'avait fait aucune vague. Quand M. Hollande arrive au pouvoir, par pure démagogie pour faire plaisir à tel ou tel syndicat, il supprime cette réforme, le taux d'absentéisme a immédiatement augmenté. 1 point d'absentéisme en moins dans la fonction publique, c'est 50 000 équivalents temps plein. Donc je réinstaurerai, ou j'instaurerai 2 journées de carence dans la fonction publique, comme ça existe la plupart du temps dans le secteur privé. Voilà, on donnera encore d'autres outils aux collectivités territoriales pour atteindre cet objectif. Et puis ma deuxième ligne de conduite vis-à-vis de la réforme territoriale, ça sera le droit à l'expérimentation et à la différence.
toutes les règles ne sont pas forcément les mêmes sur l'ensemble du territoire national. On n'est pas obligé d'avoir la même organisation en Alsace et en Aquitaine, en Normandie ou en PACA. S'il y a des départements qui veulent fusionner, on leur permettra de le faire plus facilement. Le mouvement est en cours. Les Yvelines sont en cours de fusion avec les Hauts-de-Seine en ce moment. Il y a d'autres exemples. On encouragera le mouvement des communes nouvelles qui est en train de se déclencher et qui aboutit à des fusions de communes et donc à une simplification de la carte territoriale. Donc c'est par cette méthode très girondine, vous voyez, je suis devenu extrêmement girondin, j'ai bien noté votre réponse, pragmatique, qu'on arrivera, je pense, à faire bouger les choses. Merci pour toutes ces réponses et je donne tout de suite la parole à Philippe Bilger, si vous voulez bien venir nous rejoindre pour les questions de justice. Oula, oula, oula. Vous avez une... Le pied défaille, monsieur le Premier ministre, mais la tête va, j'espère. Je suis rassuré. Je suis navré. Je me couvre de rayures. Mais non, pas du tout. Merci. Monsieur le Premier ministre, depuis qu'on sait que j'aurai l'honneur de vous questionner, je reçois beaucoup de conseils. Et on me dit notamment questionner, c'est bousculer. Je vais me contenter de vous questionner pour connaître véritablement vos positions et puis éventuellement les faire comprendre. D'abord, j'aimerais... est-ce que la justice va être une priorité au sens où vous l'avez défini dans le dialogue avec Géraldine ? La justice aujourd'hui est le parent pauvre de la République. Je vais donner des chiffres, mais on pourrait les multiplier. Il faut lui redonner une priorité dans l'action publique. C'est un engagement que je prends. Est-ce que vous abordez la justice, comme vous l'avez dit sur d'autres thèmes capitaux, que vous annoncez tout ce que vous voulez faire avant pour que les Français sachent très précisément le projet que vous allez mettre en œuvre ? Je ne peux pas vous dire que dans la campagne présidentielle... Ah si, je peux le dire quand même. Je peux le dire. Je donnerai des chiffres sur le budget de la justice et sur l'évolution. Je les ai donnés d'ailleurs tout à l'heure, plus 5% sur la justice judiciaire, qui pèse 3 millions à peu près, un peu plus, sur les 8 milliards, 3 milliards pardon, sur les 8 milliards de la justice. Donc là, j'ai pris un engagement. J'annoncerai cela. Sur d'autres réformes structurelles, qui ne sont pas toutes de nature législative, mais certaines le sont, j'annoncerai aussi la couleur, en particulier sur tout ce que j'ai dit sur la réponse pénale, qui me paraît devoir être durcie aujourd'hui pour assurer la protection des Français. Pardon de mêler un petit peu l'anecdote à l'abstrait. Est-ce que vous avez déjà dans la tête, monsieur le Premier ministre, si vous êtes élu, le nom de votre garde des Sceaux ? J'ai plein de noms dans ma tête. Et en ce moment, comme Noël approche, c'est la saison des promesses et des cadeaux. Je ne publierai pas le nom de mes ministres prématurément, ce qui ne veut pas dire que je n'aurai pas quelques idées en tête et que je ne commencerai pas à travailler avec eux, parce que je pense qu'il faudra qu'ils soient prêts. Il aura le droit d'être compétent, le vôtre. J'ai dit 2 critères, compétence et loyauté. Voilà. Est-ce que difficile à concilier. Est-ce que vous pensez que la définition de la justice comme autorité aujourd'hui doit rester telle qu'elle? Je sais que certains ont la nostalgie du pouvoir qu'elle était, ou est-ce qu'elle est tout simplement un service public? Qu'en pensez-vous? J'ai parlé de Montesquieu tout à l'heure. Lorsqu'il parle de l'équilibre des pouvoirs, plus que de la séparation des pouvoirs, il a sur la justice, mais enfin c'était les magistrats du XVIIIe siècle, donc ce qui peut s'expliquer, des formules assez prudentes. Voilà. Je ne les ai pas en tête. Non, je pense que la justice est une institution à part entière et que son indépendance est un des fondements de notre régime démocratique, que la justice judiciaire est en particulier et doit rester la garante des libertés individuelles. Donc, vous n'avez jamais craint un gouvernement des juges? On peut toujours le craindre. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Récemment, j'ai une petite réserve en matière quand même de droit du travail. On peut se demander qui légifère vraiment. Alors je sais bien que la loi est le fruit du législateur et de la jurisprudence, naturellement. Je pense que dans ce domaine, il faudra que le législateur reprenne un peu la main sur les règles qui s'imposent en matière de droit du travail aux entreprises. Récemment, dans une émission, je vous ai entendu débattre avec
un magistrat un petit peu étonnant, puisqu'à la fois elle disait avoir une pensée personnelle, tout en étant du syndicat de la magistrature. Est-ce que c'est contradictoire? À mon avis, c'est un petit peu. Mais enfin bon. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dialogue? Et il me permettra d'aller vers la prochaine question, qui est peut-être ce qui est dénoncé par beaucoup, le risque de politisation de la magistrature. J'ai constaté qu'on n'était pas d'accord. Oui. Voilà, qu'il y avait une profonde divergence d'appréciation sur la politique pénale qui a été menée depuis 2012, qui, de mon point de vue, est une politique profondément, j'allais dire désastreuse, vous savez que j'aime pas les mots excessifs, mais qui est tout à fait négative, et que j'ai jamais attaqué, moi, la personne de Mme Taubira, mais j'ai fortement attaqué sa politique pénale. Je la résume d'une formule qui vous paraîtra excessive, mais tant pis, je l'assume. Il n'y a plus de place dans les prisons, donc on ne met plus les délinquants en prison. Voilà. Et on invente des pseudo-peines comme la contrainte pénale, qui n'en sont pas, et qui d'ailleurs ne marchent pas. Et donc, j'ai observé que le syndicat de la magistrature ne partageait pas ma vision sur ce point et contestait un certain nombre de mesures que je proposais, comme le rétablissement des peines planchers, comme la modification du système de réduction automatique des peines, comme l'abaissement du plafond, je l'ai dit tout à l'heure, en commençant, à partir duquel on n'incarcère plus les condamnés. Donc voilà, nous avons deux visions différentes de la justice. Vous ne craignez pas qu'avec une nouvelle définition des peines planchées, et pour ma part j'y étais toujours favorable, il y ait de nouveau une fronde d'une majorité de magistrats qui se considéraient dépossédés du droit et de la liberté de juger? D'abord, je crois que le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour laisser une marge d'appréciation aux juges. Presque trop. Peut-être presque trop, donc elle existe encore. Deuxièmement, votre question est beaucoup plus générale. Et elle recoupe une inquiétude des Français aujourd'hui. Est-ce que la France est réformable? Et est-ce que des réformes trop vigoureuses ne vont pas faire descendre à nouveau des Français dans la rue? C'est une question difficile. Je comprends que nos concitoyens se la posent. Ma réponse, vous la connaissez peut-être, elle consiste à dire que j'attacherai plus d'importance aux 100 jours avant l'élection qu'aux 100 jours après. Enfin, autant d'importance avant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que j'annoncerai la couleur. Je dirai, voilà ce que je veux faire, de façon relativement détaillée, même si ce sont des mesures un peu difficiles à faire comprendre et à faire accepter. Et si je reçois mandat pour le faire, je vois mal comment telle ou telle organisation syndicale pourrait, le lendemain de l'élection, bloquer des réformes qui auront été validées par le peuple. Monsieur le Premier ministre, j'ai scrupule à prononcer cette phrase parce que je vais évoquer la République irréprochable sans évoquer la personne qui l'avait promise à une certaine époque. Est-ce que la justice fait fondamentalement... Ma mémoire me trahit, vous savez. Est-ce que la justice fait fondamentalement partie de la République irréprochable telle que vous pourrez vouloir la transmettre? Ça dépend comment il faut interpréter votre question. Est-ce qu'il existe sur Terre, et en particulier en France, des institutions irréprochables? Il suffit de poser la question pour avoir la réponse. Personne n'est irréprochable. Je ne veux pas dire aujourd'hui que la justice fonctionne parfaitement bien. D'abord, elle fonctionne mal parce qu'elle n'a pas les moyens de fonctionner. Et puis, il peut y avoir des défaillances. Aucune institution, je le répète, n'est parfaite. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons une justice qui est indépendante en France et qui, globalement, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les délais, sur l'encombrement, etc., fonctionne de manière à protéger les libertés des citoyens. Est-ce que vous seriez prêt à réfléchir sur une nouvelle définition de la responsabilité du magistrat? Oui, c'est une question sur laquelle je m'interroge depuis longtemps, et à laquelle je n'ai pas aujourd'hui véritablement de réponse, et je serais heureux d'y travailler avec vous. Parce que quand je m'adresse à des magistrats, la réponse c'est nous tenons notre légitimité de notre mandat, enfin de notre nomination de juge. C'est un peu une auto-légitimation, si je puis dire. Alors, quelle est la source de la légitimité dans ce cas-là? Est-ce que c'est l'élection? Franchement, s'engager aujourd'hui dans un processus où on délirait les juges en France, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et ce n'est pas la mienne en tout cas. Donc voilà, quand on rend la justice au nom du peuple français, comment le peuple français s'assure-t-il
du compte-rendu de mandat, si je puis dire. C'est une question. Justement, Monsieur le Premier ministre, évidemment, je veux sortir de mes préoccupations un peu obsessionnelles et trop singulières. J'ai eu l'occasion de questionner l'Institut pour la justice qui m'a indiqué que la préoccupation de beaucoup de citoyens était encore le fait que la justice était épouvantablement lente, qu'ils la considéraient encore comme inégale entre les faibles et les puissants. Est-ce que, à votre avis, c'est un sentiment qui vous paraît authentique ou bien est-ce que vous ne l'avez pas ressenti? Qu'elle soit longue, c'est évident. J'ai des chiffres que vous connaissez aussi bien que moi. Et on a tout à l'heure essayé de comprendre pourquoi. Insuffisance de moyens, complexité des procédures qui se multiplient, recours abusif aussi. C'est un sujet sur lequel il faudrait peut-être se pencher un peu mieux, surtout dans la justice civile ou administrative. Aujourd'hui, il n'y a plus de permis de construire qui ne donne lieu à un recours. On sait très bien que ces recours sont souvent abusifs. Donc, que la justice soit longue, cela crée un sentiment, effectivement, de frustration et même parfois d'exaspération chez nos concitoyens. Je ne sais plus quel est le délai aujourd'hui de prononcer d'un jugement de divorce, mais ça paraît très très long à ceux qui veulent divorcer. C'est plusieurs mois. Donc là, il y a des choses à faire. Sur l'autre aspect de votre question, sur la justice des puissants et la justice des faibles, bon, je ne veux pas vous rappeler que ce n'est pas une idée tout à fait nouvelle. La Fontaine a écrit des choses définitives là-dessus, donc c'est vieux comme le monde. Est-ce que c'est plus vrai aujourd'hui qu'avant? Est-ce qu'effectivement la justice protège plus les puissants que les faibles? Si je m'en réfère à mon expérience personnelle, je serais tenté de dire non. Mais bon, ce n'est qu'un cas particulier. Voilà, on n'extirpera pas ce sentiment du cœur des citoyens, où que ce soit, parce que je pense que ce n'est pas une spécificité française. Est-ce que vous êtes préoccupé par la médiatisation des juges? Est-ce que vous considérez que ça peut être une atteinte au fonctionnement exemplaire de l'institution? Je me pose souvent la question quand j'entends des procureurs se précipiter à la radio pour expliquer exactement où ils en sont de leurs constatations. Même si eux, ils ont le droit, monsieur. Pardon ? Le Premier, ils ont le droit de faire des communiqués. Mais j'ai pas dit que qu'ils avaient le droit. J'ai dit que parfois ça me posait une question. Voilà. Il y en a d'autres qui interviennent sans en avoir le droit. Écoutez, les magistrats ont le droit syndical, ils peuvent évidemment défendre leurs intérêts. J'ai cru comprendre qu'à titre personnel, ils étaient astreints au devoir de réserve. Quand ils sont ensemble, le droit de réserve ne s'exerce plus. Donc on pourrait rendre collectif ce qui est individuel. Pardonnez-moi, peut-être encore juste une ou deux questions, parce que j'entends que la salle me fait savoir. C'est vrai que vous êtes le modérateur. Je suis également modérateur. Le fait que nous n'ayons 20 minutes, ça n'est pas un signe de discrédit de la justice, déjà. Pas de ma part, en tout cas, mais là, moi, je n'ai rien sur dit, ce point, je reçois mes ordres. Voilà. Si je comprends bien, monsieur le Premier ministre, vous ne souhaitez pas changer le statut du syndicalisme judiciaire. Il restera tel quel. Je pense que le fait que les magistrats aient le droit de se syndiquer est un droit acquis, et je vois mal comment on le supprimerait. Voilà. Et puis il y a une diversité dans la représentation syndicale. Oui, quoique. C'est la dernière question. Si donc, vous le voulez bien, ce serait très... Moi, je voulais quand même dire, avant de terminer, qu'on a pointé toutes sortes de défauts, de défaillances, d'insuffisances. Bon, je ne vais pas dire ça parce qu'il y a des magistrats dans la salle ou des auxiliaires de justice. J'ai du respect pour l'institution judiciaire. Je pense que la justice française mérite le respect, qu'elle joue globalement son rôle. J'allais d'ailleurs vous permettre de terminer, monsieur le Premier ministre, sur une note optimiste. Au fond, c'est vrai que c'est une de mes faiblesses. Oui, mais absolument. Absolument. C'est la magistrature heureuse, si j'ose dire. Ah, alors là. Mais sérieusement, quand on regarde un petit peu les gouvernements depuis l'origine de la Ve République, j'ai eu parfois l'impression qu'il y avait un ministre de force sur deux, je veux dire. Ou bien c'était le ministre de l'Intérieur, le plus souvent, ou bien c'était le garde des Sceaux. Est-ce que vous espérez, lorsque vous serez président, constituer un gouvernement où
ils seront à armes égales, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux? La réponse est oui. Oui. Si j'espère. Oui, absolument. La réponse est oui. Ensuite, le vrai problème est de savoir si j'y arrive. Oui. Je crois que c'est un problème de choix des personnes, et en tout cas dans l'exercice qui sera le mien, si je suis élu, et c'est loin d'être acquis aujourd'hui, bien entendu, je m'efforcerai à faire en sorte qu'il soit sur un pied d'égalité, bien sûr. Dernière question, Géraldine. Allez, si vous voulez, mais celle-là était très bien. Hein. Si Franchement, elle était très bien. Si vous aviez, Monsieur le Premier ministre, à décrire une philosophie pour inspirer la politique pénale, est-ce que vous accepteriez l'humanisme vigoureux? Ça me plaît bien. Ah ben, tant mieux. Ou la vigueur humaniste, voilà. Au choix. Je pense que aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il est extraordinairement difficile de formuler les choses dans les termes où vous les avez formulés. Parce que tout ce qui n'est pas simpliste, qui n'est pas unilatéral, qui n'est pas excessif, ne passe pas. Dès qu'on essaie d'avoir des jugements un peu pondérés, un peu équilibrés, j'essaie d'expliquer, et j'ai beaucoup de peine, qu'être modéré, c'est pas facile. Absolument. Au moins dans la forme. Voilà. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai puisé dans Montesquieu, qui explique que la vertu de modération est une discipline. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement facile, c'est de monter aux extrêmes. Ça, et la forme peut être d'autant plus modérée que le fond est vigoureux. Et plus on vitupère, et plus on est entendu. Voilà. Bah, je ne fais pas ça, et donc j'ai parfois un peu de mal à être entendu, mais je vais persévérer, parce que je pense quand même que sur le long terme, c'est ça que les Français attendent. Je crois vraiment que la salle a envie de réagir, peut-être même d'ailleurs à cette question de l'humanisme vigoureux. Qui souhaiterait s'exprimer? Voilà. Oui, Bertrand Mathieu, Monsieur le Premier ministre, je vais simplement rebondir sur les derniers points que vous avez abordés avec Philippe Bilger, qui est le problème de l'impartialité des magistrats. Il est évident qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas revenir sur la liberté syndicale des magistrats, mais vous avez vous-même relevé qu'il y a chez les magistrats une obligation de réserve, et on peut considérer aussi que la légitimité du magistrat est dans son impartialité. Finalement, si on revenait à Montesquieu, la légitimité du magistrat, c'est d'être un tiers impartial. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, il ne faudrait pas aussi réfléchir à la question des prises de position politiques des magistrats ou des syndicats de magistrats? Est-ce que ce n'est pas une situation qui est susceptible de remettre en cause la confiance des justiciables en l'impartialité qu'ils sont en droit d'attendre de ceux qui sont amenés à les juger? Je vous ferai une réponse peut-être un peu brutale. Le mur des cons est un scandale, hein, à la fois pour l'image de la justice dans l'opinion publique et pour le fonctionnement de la justice elle-même et pour le principe d'impartialité. Donc le devoir de réserve doit être une exigence, et les prises de position politique, effectivement, ne sont pas dans la droite ligne du droit syndical. Le droit syndical, il est là pour défendre des intérêts d'une profession. Il n'est pas là pour s'engager dans la politique. Cela dit, on pourrait en dire autant de grandes organisations syndicales qui ne sont pas des organisations syndicales de magistrats. Ça m'a choqué profondément, et je crois qu'il faut y porter remède. D'autres questions? On parlait tout à l'heure du gouvernement des juges, et globalement, j'étais assez d'accord avec votre réponse. Ceci étant, dans le mandat de 2007 à 2012, il y a eu assez peu d'attaques des juges contre des anciens ministres de gauche et du mandat précédent. Et dans le mandat 2012-2017, on a vu se déchaîner, pas seulement au Brésil, mais aussi en France, des attaques judiciaires contre Madame Lagarde, qui nous représente dans une institution, des attaques contre M. Woerth, des attaques contre M. Sarkozy et d'autres. Est-ce que pour vous, cette phase a été marquée par une instrumentalisation de la justice? Et y a-t-il des réformes pour éviter que les débats des primaires ou présidentielles, pré-présidentielles, soient pollués, soient instrumentalisés par des procès qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans, à dessein ou non? Je ne sais pas si cela frappe uniquement depuis 2012. Moi, je ne vais pas m'engager ici dans un procès de l'institution judiciaire. Je n'ai jamais cru à la théorie du complot, qui est
en général un fantasme non démontré. Voilà, je continue à penser que l'institution judiciaire fonctionne correctement et que lui faire de l'expression des procès d'intention pour partialité politique doit reposer sur des preuves réelles et concrètes, si on en a. Basile Adair, Monsieur le Premier ministre, j'ai une question qui préoccupe beaucoup le barreau, qui est celle des écoutes téléphoniques, aujourd'hui autorisées, si ce n'est par la loi, en tout cas par la jurisprudence, des conversations des clients avec leurs avocats. Avez-vous, sur cette question, une position de principe au regard de ce qui est pour nous un enjeu constitutionnel, qui est le secret de la défense, et le secret professionnel et les droits de la défense? Ma position de principe est effectivement celle-là. Je pense que les droits de la défense et le secret professionnel doivent être garantis et que l'avocat doit rester la personne à qui on peut tout dire, sans être écouté. Alors, il y a eu des évolutions législatives. Quand un avocat est co-auteur d'une infraction ou d'une pire, ou d'un délit, à ce moment-là, le secret peut sauter, mais en dehors de ces cas extrêmes, j'imagine, je pense que le secret et les droits de la défense doivent être strictement respectés. C'est un des fondements de la démocratie et des libertés individuelles. Une autre question. Bonjour, Christian Regoubi. Je ne suis pas juriste, je voulais revenir, Monsieur le Premier ministre. Nous avons en commun. Je voulais revenir à la première partie du débat et d'abord vous remercier pour la clarté de vos positions quant au fait de ne pas faire une surenchère de réforme, de changement de constitution. On voit bien que vous êtes sans doute un des seuls qui aujourd'hui tenait bon sur cette position-là. Vous avez dit à un moment donné que la politique, c'était quand même un métier qu'il fallait apprendre, qui demandait une initiation, qui demandait un passage. Pour autant, vous avez parlé de décalage avec l'opinion publique aujourd'hui. Je parlerai peut-être plus de découplage même. Et je voudrais vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, dans le personnel politique, il n'y aurait pas une nécessité aussi qu'il y ait un apprentissage de la société civile? C'est-à-dire de faire passer le personnel politique avant même de pouvoir gouverner, avant même de pouvoir représenter le pays, de passer par un certain nombre d'étapes qu'ils mettent en relation avec le concret et pas simplement avec les apprentissages des grandes écoles. Oui, et d'ailleurs, ça se pratique. L'une des personnalités politiques qui fascine le plus en ce moment est passée par la banque. Voilà. Donc, il y a quand même quelques exemples de diversification des parcours. Vous avez raison. D'abord, ce fossé entre gouvernants et gouvernés, alors je ne veux pas avoir l'air de toujours relativiser les questions ou les problèmes. Une de mes manies, c'est l'esprit de contradiction, je le sais bien. Mais j'ai réouvert il n'y a pas très longtemps mon livre qui s'appelle « La tentation de Venise » et qui a été publié en janvier 1993. Et mon introduction commence par ces termes. Je voudrais enfin essayer de réduire ce fossé qui s'est créé entre gouvernants et gouvernés. C'était en 1993. Et si vous remontez encore plus loin dans le passé, ou si vous allez voir ailleurs autour de nous, il y a toujours cette espèce d'incompréhension, de défiance entre gouvernants. Je ne m'y résigne pas. Hein, c'est un mauvais signe sur la santé de notre démocratie. Mais enfin, il faut quand même le remettre en perspective historique. Je crois qu'une des réponses qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est de permettre une plus large expression des citoyens, et peut-être de façon un peu optimiste, je pense que la démocratie numérique va nous donner ces outils. Hein. Je vois aujourd'hui, alors elle a des inconvénients, hein, pardon de revenir à un exemple bordelais, hein, mais bon, on parle mieux de ce qu'on connaît bien. J'ai mis en ligne il n'y a pas très longtemps à Bordeaux une nouvelle application qui s'appelle Bordeaux en poche. Hein. Et alors, vous cliquez sur cette application, vous avez dans votre quartier, d'un côté, tout ce qui se passe dans le quartier, les horaires de piscine, de musées, les manifestations, et de l'autre côté, une rubrique « J'écris à mes élus pour dire ce qui va et ce qui ne va pas ». Eh bien, la rubrique « J'écris », je corresponds, enfin, je surfe pour dire ce qui va, cette rubrique est quasiment vide depuis que cette application a été mise en ligne. L'autre rubrique est submergée et mes élus s'arrachent les cheveux parce qu'ils reçoivent tous les jours des SMS, mais
Monsieur le conseiller municipal, on n'a pas bouché tel trou dans ma rue. Monsieur le conseiller municipal, tel réverbère n'a pas été réparé. Vous voyez que l'exercice de la démocratie directe a des vertus extrêmement fortes. Donc je crois que ces outils vont nous permettre effectivement de faire participer davantage. Voilà sur ce premier point qui est celui du gap entre gouvernants et gouvernés. Il ne faut pas s'y résigner. Il y a en particulier un problème chez les jeunes. Bien, c'est difficile d'attirer les jeunes à la politique, à l'engagement politique. Ça a toujours été le cas. J'ai commencé la politique en 1976. Il y avait des jeunes qui étaient très présents dans la politique à cette époque-là. Je me souviens même d'une petite anecdote où Jacques Chirac m'avait confié un discours sur les jeunes gaullistes. J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est un jeune gaulliste. Moi, je n'ai jamais milité, donc je suis jeune, j'avais 30 ans. Mais je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Il m'a dit, je vais vous donner une adresse pour découvrir ce que c'est qu'un jeune gaulliste. Alors, il m'a donné une adresse, j'y suis allé, je suis tombé face à face avec Nicolas Sarkozy, qui animait le groupe des jeunes gaullistes parisiens. Vous voyez que, sous quelques exceptions, ça a toujours été difficile d'amener les jeunes à la politique, et je le constate encore aujourd'hui. J'ai fait une réunion à Malakoff samedi dernier avec 1 millier de jeunes. Ça demandait beaucoup d'efforts pour les faire venir, pour les mobiliser. Alors, comment... on réduit cette fracture. Oui, votre deuxième question, c'était comment on régénère un peu la classe politique en y faisant venir, j'ai dit que c'était un métier, peut-être que l'expression n'est pas bonne, en y faisant venir des personnes qui ont d'autres expériences. Il faut le faire, bien entendu. Comment y arriver? Parce que ça aussi, on le dit depuis des années et des années. Il n'est pas normal qu'il y ait aussi peu de chefs d'entreprise à l'Assemblée nationale ou d'hommes et de femmes qui aient une expérience de l'entreprise. Il y a trop de hauts fonctionnaires, etc. Comment on y arrive? Moi, je suis tout à fait désireux de trouver des solutions. Bruno Le Maire a une solution qui est d'obliger les hauts fonctionnaires à démissionner de la fonction publique dès lors qu'ils ont un mandat électif. Je n'y vois aucun inconvénient. Ma conviction personnelle, c'est que ça n'attirera pas un seul homme d'entreprise ou une seule femme d'entreprise de plus dans la vie politique. Et que c'est même l'inverse qu'il faut faire. Il faut donner aux hommes et aux femmes d'entreprise qui ont envie de se lancer dans la politique un filet de sécurité qui leur permettent de se dire, si je me plante, parce que contrairement à ce qu'on pense, la vie politique est parfois dangereuse, on peut échouer, on peut se retrouver sans rien, voilà. Eh bien, leur donner une sécurité. Il y a de grandes entreprises qui commencent à le faire. Enfin, Saint-Gobain le fait, Michelin le fait. D'autres entreprises disent à leur cadre, tu veux faire de la politique, eh bien, on te reprendra si jamais tu te plantes. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à régénérer les choses et à faire venir à la politique des personnes qui peuvent y apporter une vision, une expérience qui serait extrêmement précieuse. Je ne veux pas aborder des questions trop matérielles non plus, mais il faut aussi intégrer ça. Je le dis avec prudence, parce que je sais que tout ce qu'on dit est filmé et répété, donc je mesure chacun de mes mots. Mais voilà, j'ai reproché un jour à Virginie Calmels, qui est un exemple d'une femme d'entreprise qui se lance en politique, d'avoir expliqué ce que ça lui avait coûté en termes de rémunération. C'est aussi un problème, ça. C'est aussi un problème. Parce que l'immense majorité des hommes politiques ne sont pas de truands. Il y en a, comme partout. Il y en a, peut-être plus qu'ailleurs, j'en sais rien. Mais l'immense majorité est honnête. Et quand vous êtes honnête, vous ne faites pas fortune. Et vous gagnez beaucoup moins d'argent que si vous êtes dans l'entreprise. Alors ça aussi, c'est un choix à faire. C'est des gens d'entreprise qui sont prêts à s'engager en politique. Il faut qu'ils en assument absolument toutes les conséquences. Je voulais juste vous dire, nous allons prendre encore peut-être 2-3 questions, car à partir de 8h05... Vous savez, moi j'ai tout mon temps ce soir, je n'ai qu'une seule manifestation, c'est le dîner des Gascons de Paris. Ah, très bien. Donc je peux arriver en retard. Je voulais juste peut-être pouvons-nous prendre d'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, peut-être 2 ou 3 questions, et Monsieur Juppé répondra aux 3 en même temps. L'une derrière l'autre, disons, si vous le voulez bien. Est-ce que je peux me... Oui, je vous en prie, madame. Bien. Alors, Alain Juppé, c'est la confiance que je lui porte et les vœux que je forme pour lui. Je dirais tout simplement, vous êtes le meilleur et je souhaite que vous soyez élu. Mais ce n'est pas ma question. J'ai avec vous un tout petit différend et je souhaite vous en parler. Cela concerne ce qui se passe dans les maisons d'arrêt. Je ne parle pas des centrales, les maisons d'arrêt, quand les jeunes en comparution immédiate ou en correctionnel sont condamnés à des peines de prison. Contrairement à ce qui se dit, ces peines de prison sont exécutées, en tout cas pour la plupart d'entre elles. Et j'ai donné mon sentiment sur la contrainte pénale en disant que cela me semblait intéressant parce que les jeunes
qui passent 6 mois, 1 an ou 2 ans en prison, maison d'arrêt, en sortent plus abîmés que lorsqu'ils y sont entrés. Cela supposait, et c'était la condition de mon soutien, qu'il y ait suffisamment d'agents de probation pour leur prescrire un certain nombre d'obligations et qu'il y ait des agents pour vérifier que les obligations qui leur étaient données au lieu de les incarcérer étaient exécutées. François Hollande avait promis 1000 agents de probation, il y en a eu à peine 200. La contrainte pénale ne peut pas donc fonctionner d'une manière satisfaisante et les magistrats, du coup, ne l'appliquent pas. Mais c'était pour vous dire que je crois qu'il faut être très prudent quant à l'incarcération, en tout cas de jeunes, dans les maisons d'arrêt. Et la seconde question, la seconde que je voulais vous poser, c'était les remises de peine en détention et les libérations conditionnelles. Dans ma longue vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de voir ce qui pouvait se passer si vous retirez à la pénitentiaire la possibilité d'accorder les remises de peine qui sont prévues lorsque le comportement du détenu est satisfaisant. Vous aurez des maisons d'arrêt et des centrales en ébullition. Je crois que c'est véritablement quelque chose qu'il faut conserver. Quant aux libérations conditionnelles, si, dans les établissements pénitentiaires, on préparait la réinsertion par le travail que vous avez évoqué, par le souci de savoir si ce que pense la famille, s'il y a un logement, s'il y a une formation qui est possible, je pense que la libération conditionnelle a des avantages sur le maintien en détention dans un certain nombre de cas et qu'il ne faut pas... Voilà, c'est pour aller... C'est terminé. Vous laissez conclure. J'en ai terminé. Autrement dit, vous allez peut-être me trouver un peu laxiste. Je ne crois pas être laxiste parce que je pense qu'il faut en France, comme dans tous les autres pays, une répression juste et vigoureuse, mais je crois qu'il faut prendre un certain nombre de précautions. Excusez-moi de ce léger... Je voulais vous répondre à ces deux questions. Ne vous excusez pas, madame, je vous ai écouté, cher Modic, avec beaucoup d'attention. Là, on revient à la formule de M. Bilger, l'humanisme vigoureux. Humanisme, vigueur, votre discours est humaniste, et je l'entends bien, et je suis parfaitement conscient des risques que comporte l'incarcération. Alors, il y a des solutions, peut-être, que vous ne partagez pas. D'abord, et là j'élargis le champ de la réflexion, ce qui est aujourd'hui véritablement scandaleux, c'est les conditions de détention des détenus qui sont en prison. Quand je pense qu'on nous parle d'encellulement individuel, alors qu'on connaît les taux de suroccupation d'un certain nombre de prisons, commençons par donner des conditions d'incarcération dignes à ceux qui y sont, avant d'en mettre davantage. Sur les jeunes, est-ce que ça concerne les mineurs ou des gens qui sont, ou des jeunes qui sont déjà au-delà de l'âge mineur, mais enfin, il faut sans doute, et Dominique Perben s'était très attaché à ça, concevoir des lieux spécifiques pour les jeunes, des établissements pénitentiaires pour les jeunes, ou des centres d'éducation fermés qui leur permettent d'échapper à ce que la prison peut avoir d'habillement, entre guillemets. Donc il y a des solutions. Sur la contrainte pénale, je fais le même constat que vous, c'est qu'on nous a vanté les mérites de cette peine, c'est une peine si je ne me trompe, mais qui n'est pas applicable parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de l'appliquer. Donc elle est tout à fait contestable. Sur la réinsertion, je partage pleinement votre point de vue, et j'ai proposé d'ailleurs qu'on fasse un effort sur l'emploi en prison pour qu'il y ait ensuite des possibilités de réinsertion. Voilà, c'est un point d'équilibre qu'il faut trouver entre vos préoccupations humanistes que je comprends, et puis le message qu'il faut envoyer aussi aux délinquants. Il y a aujourd'hui un peu trop l'idée que voilà, le risque est mineur et que finalement on ne se retrouve pas en prison. Je n'ai pas préconisé la suppression des réductions de peine. J'ai proposé de revoir leur automatisme, et non pas se priver de cet instrument qui permet effectivement de redonner une perspective à des détenus qui se comportent convenablement. Alors les deux dernières questions, si vous le voulez bien. Merci d'être bref. Et ensuite, ça va être bref, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Vous allez participer jeudi à un débat inédit pour votre famille politique, comme l'est toute cette épreuve des primaires. À plusieurs reprises, vous avez manifesté, sinon une distance, enfin une méfiance, en tout cas, voire même une suspicion quant aux bonnes conditions de cet exercice. Est-ce que vous êtes désormais rassuré sur l'équité et au fond la bonne tenue de tout cela? De la prochaine émission?
Au-delà de toute la primaire. Non, parce que sur l'émission, je n'ai pas manifesté de réserve, sauf que ce sera un sport particulier. 7 pendant 2 heures. Première question, quelle est votre vision de la France? Vous avez 1 minute pour répondre. Et puis ensuite vont se succéder des questions adressées à chacun des candidats qui auront chaque fois 1 minute pour répondre. Sur 2 heures, ça fait un temps de parole d'1 quart d'heure pour expliquer un projet politique. Donc voilà, c'est pour ça que... Mais je n'ai pas de doute sur l'impartialité. Sur la primaire, son organisation générale, car je crois que c'était ça la question. Sur l'organisation générale de la primaire à droite. Merci de m'avoir ramené à la question, mais j'avais cru comprendre que vous aviez évoqué le débat de jeudi prochain. Hein? Ah, ça voilà, ça partait de là. Donc, mais il y avait une question à la question. J'ai une fâcheuse habitude, je réponds à toutes les questions. Pas. Deuxièmement, sur les primaires, j'ai simplement dit que si jamais, par extraordinaire, elle ne se déroulait pas de manière impartiale, eh bien, tout le monde en subirait les conséquences. Mais je vais vous dire que je suis tout à fait confiant. Il y a une haute autorité qui est parfaitement indépendante, présidée par un professeur de droit constitutionnel, donc on a toutes les garanties, évidemment, d'impartialité et d'indépendance. Ça marche bien. Les bureaux de vote sont désignés, on est en train de s'en occuper. Personne n'a intérêt à ce que ça se passe mal. Si ça se passe mal, on perdra le premier tour de l'élection présidentielle. Parce qu'on ira à la bataille divisée et en situation de conflit, et ça sera la catastrophe. Donc il faut que ça marche, et je suis convaincu que ça va marcher, et je respecterai le verdict, évidemment, et je soutiendrai celui qui aura été élu. Il est normal qu'il y ait quelques tensions avant le vote, mais je vous pose simplement la question, si les tensions ne se produisaient pas aujourd'hui à l'occasion de primaires, quand se serait-elle posée? Évidemment au premier tour de l'élection présidentielle. Et ça aurait été peut-être beaucoup plus grave et ça n'aurait peut-être pas permis le temps de la réconciliation ou de l'unité qui arrivera au lendemain des primaires. La toute dernière question, si elle est très rapide, pardonnez-moi, mais je vous promets, une contrainte de temps. Une question de femme d'entreprise, Monsieur le Premier ministre, modeste élu local. Je voudrais revenir sur votre réponse concernant l'organisation territoriale et la loi NOTRe. Vous avez dit avoir entendu les élus locaux et donc avoir entendu tranquillité, stabilité. On ne reviendra pas sur ce qui a été fait. Moi, je vous dirais, m'exprimant pour mes concitoyens, est-ce que vous n'entendez pas aussi la voix du peuple, des concitoyens qui nous disent, eux, proximité. On nous a créé des grandes régions qu'on ne reconnaît pas. On nous crée des intercommunalités dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas. On nous supprime notre commune, notre clocher, notre mairie. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous ne pensez pas devoir aussi entendre cette voix et que proposez-vous vraiment de faire? Parce que je pense que ça a un effet sur aussi la désaffection du citoyen envers la politique que c'est cette nouvelle organisation territoriale. Votre réponse? J'ai dit stabilité, je n'ai pas dit statu quo. J'ai même dit que beaucoup de choses pourraient évoluer, mais pas par le fait du prince. Je suis devenu désespérément girondin, mais à partir d'initiatives locales. S'il y a des collectivités qui veulent se regrouper, elles peuvent le faire. Si elles veulent se déléguer des compétences, elles peuvent le faire. Sur la proximité, je suis extrêmement attentif à cette question. Et la proximité, ce sont les maires. Il n'est pas question de supprimer les communes. Personne, même dans la réforme actuelle, n'a prévu de supprimer les communes. On a des intercommunalités. On a des communes nouvelles, mais ces communes nouvelles, pour moi, ne peuvent marcher que sur la base du volontariat. Dans la commune nouvelle, effectivement, il y a fusion. Mais c'est exclusivement sur la base du volontariat quand des communes sont mûres pour le faire. Et il y a des communes qui sont mûres pour le faire. Il y en a qui se rendent compte qu'acheter un tractopelle pour entretenir la voirie, quand on est dans une commune de 500 habitants et qu'il y en a une autre à quelques kilomètres qui a 300 habitants, c'est pas très rationnel. Et que donc on peut fusionner les services. Donc voilà, favorisons ce rapprochement, mais gardons, et je le dis toujours dans ma propre métropole, où je suis en train de mutualiser les services de 28 communes, la porte d'entrée, ça doit être le maire. C'est l'élu local de proximité qui a la légitimité et qui est en dialogue permanent avec ses habitants. Donc je crois que là-dessus, on peut se retrouver sans doute très facilement. Merci beaucoup. Alain Juppé, je ne vous ai pas appelé Monsieur le Premier ministre. Tout simplement parce que j'avais en mémoire ce fameux débat il y a très longtemps où un certain candidat à la présidentielle n'avait pas beaucoup apprécié qu'on lui donne du Monsieur le Premier ministre pendant tout le débat. Donc peut-être est-ce une des raisons que vous êtes candidat à une fonction encore plus élevée. Je vous remercie beaucoup. Merci Philippe Bilger. Merci à la salle et à toutes vos questions. Vous êtes cordialement invité à un cocktail au premier étage et vous aussi, bien entendu. Merci d'avoir modéré le débat. Merci.